Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je vais me présenter. Hop, alors je reviens en arrière, non, j'arrive, effectivement. Donc Marc Joureau, je travaille pour la société Les Gazons de France et au sein d'un groupe semencier et je représente aujourd'hui l'Union française des semenciers. L'idée c'était de vous partager un certain nombre d'informations sur le rôle de l'innovation aujourd'hui dans nos groupes et leur intérêt au niveau de la renaturation. De la renaturation des centres urbains, notamment. Alors l'idée, c'est d'avoir une vision, on va dire, de semenciers, c'est-à-dire de chercheurs, de producteurs, mais aussi, on va dire, d'opérateurs, puisque moi aujourd'hui, je suis amené à suivre au quotidien un certain nombre de chantiers et de réalisation, et donc de voir au niveau opérationnel où est-ce qu'on peut en être aujourd'hui. Alors, en 2-3 mots, qu'est-ce que l'UFS aujourd'hui? C'est l'union d'un certain nombre de groupes de semenciers, dont certains existent depuis la fin des années 40, qui s'est organisé depuis l'année 2009 sous une seule entité, l'Union française des semenciers. Ça représente une centaine d'entreprises aujourd'hui au niveau national, avec un grand nombre de métiers, de sous-métiers très orientés agricoles, mais aussi espace vert, puisque c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, notamment par rapport à la partie strate basse et gazon. On a un leitmotiv aujourd'hui au niveau de l'UFS, c'est d'arriver à vous faire passer un certain nombre de messages sur ce qu'on sait faire. Aujourd'hui, on travaille sur le temps long au niveau de la recherche et on est obligé de s'adapter à un certain nombre d'éléments qui nous concernent tous aujourd'hui, comme le climat, l'évolution, la biodiversité. Tout ça, c'est des enjeux hyper importants pour nous, pour nos sociétés, si on veut qu'elles perdurent dans l'avenir. Donc, notre rôle, c'est vraiment de vous apporter cette vulgarisation et de vous montrer les outils qu'on a à votre disposition, que vous pouvez utiliser au quotidien pour vos métiers. Alors, je vous m'excuserai, je vais rappeler quelques évidences, mais notamment une des premières, c'est que quand on parle de gazon, on a un certain nombre d'intérêts et de bienfaits environnementaux. Alors, pour votre information, vous avez à votre disposition un livre blanc qu'on vient de sortir là ces dernières semaines sur les bienfaits du gazon, qui reprennent toute une infographie d'études d'un grand nombre de pays très factuelles sur ces bienfaits. Donc ce que je vous dis là, c'est des éléments qui ont été repris d'un grand nombre d'études scientifiques en Europe et outre-Atlantique, qui peuvent vous être utiles et qui peuvent vous aider à comprendre aussi quels sont les intérêts. Pour moi, un aspect majeur, je pense que vous l'aviez tous en tête, mais c'est la captation de carbone, naturellement. Aujourd'hui, un gazon entretenu, une végétalisation entretenue, c'est entre 10 et 12 tonnes de carbone stocké par hectare et par an. C'est pas anodin. On peut faire le parallèle aussi avec les prairies aujourd'hui entretenues par les exploitants agricoles, qui sont aussi des zones de captation de carbone hyper importantes. Pour moi, c'est un élément majeur. Mais après, c'est pas le seul. J'ai mis quelques autres éléments aujourd'hui ici, comme la purification de l'air, la filtration de l'eau. On en a beaucoup parlé là en début de réunion. La limitation de l'érosion, les bruits, les intérêts économiques et aussi la catalysation de la chaleur. Ça, c'est l'enjeu effectivement majeur d'aujourd'hui dans la renaturation des centres urbains, c'est comment on fait baisser les températures dans ces zones urbaines. Alors, le gazon n'est pas l'exception, hein. Je parle du végétal aussi de façon générale, mais il en fait partie. Aujourd'hui, on sait qu'on arrive à catalyser 50% de la chaleur de l'ensoleillement grâce à des zones, on va dire, de végétalisation entretenue. Je pense que c'est pas une surprise pour vous connaissez très bien cet enjeu-là, mais on sait avec précision qu'un mètre carré, on va dire, de zone engazonnée, végétalisée, peut libérer environ 100 litres d'eau dans l'air. C'est pas anodin, et on le voit aussi dans beaucoup de pays chauds, je pense à l'Espagne en l'occurrence, qui entretiennent ces zones végétalisées, enherbées, qui les arrosent, même l'été, pendant les périodes de nuit, pour préserver ces zones et faire en sorte que ces ventilateurs, ces réfrigérateurs, non c'est pas le bon terme, ces climatiseurs jouent leur rôle avec pleine fonction. Voilà, donc après moi je montre un schéma effectivement qu'on a repris, sur lesquels on peut montrer que par rapport à des zones minéralisées, on va diminuer les températures de 10 à 15 degrés, bon c'est des moyennes, hein.
Bon, un petit schéma, je fais rapide, mais pour vous situer quand même, tout le monde ne sait pas aujourd'hui le rôle de la recherche. C'est un schéma, on va dire, qui va permettre de vous illustrer que on travaille sur le temps long. Les problématiques et les variétés qu'on sort aujourd'hui, c'est issu d'une réflexion qu'on a depuis longtemps. Globalement, vous partez d'une base, c'est un centre de recherche. On a des variétés, mais comment on va faire pour qu'elles soient de plus en plus efficientes et elles amènent des nouveautés par rapport à nos enjeux actuels. L'imitation, on va dire, de l'entretien, avec des tontes moins régulières, résistance aux aléas climatiques. Tout ça, il faut qu'on le mette en place. Donc ça passe par une succession d'étapes, on va dire, de sélection, de recherche, qui va nous permettre d'obtenir des variétés plus ou moins résistantes à la sécheresse, plus ou moins fines par rapport aux enjeux et aux demandes aujourd'hui de la société. Ensuite, on va passer par des étapes de certification. Si on veut vous mettre à disposition des variétés, il va falloir qu'on montre patte blanche, qu'on montre que nos variétés au niveau semencier apportent un plus par rapport à ce qui peut exister depuis des années. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à sortir de nouvelles variétés. Donc, il y a des cycles de certification, d'inscription à des catalogues officiels. Et après, il va falloir produire. Il va falloir trouver des agriculteurs, des producteurs qui vont multiplier ces semences et vous les rendre disponibles. Voilà. Donc, c'est un métier quand même extrêmement complet, avec un réseau très organisé qui fait travailler beaucoup de personnes, notamment en France. Faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau, on va dire semences de strates basses, notamment gazon, vous avez 12 espèces de graminées qui sont inscrites aujourd'hui sur le catalogue national officiel. Donc il n'y a pas que le régras aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on connaît majoritairement, mais il y a aussi pas mal d'autres espèces. On a un travail aujourd'hui qui se fait beaucoup sur les légumineuses gazonnantes, qui va être de plus en plus importante par rapport à beaucoup d'intérêts environnementaux dont je vous parlerai 2 minutes après. Et aussi, c'est le développement de beaucoup de plantes de service. Moi, j'aime bien les appeler les plantes de santé du sol, dans lesquelles on va retrouver un certain nombre de couvre-sols, mais de couvre-sols, on va dire, temporaires. Moutarde, trèfle, avoine rude sont des choses sur lesquelles on travaille énormément dans le monde de la semence, dans le milieu semencier, et qui vont avoir des intérêts très importants dans nos chantiers au quotidien. Je cite quelques exemples. Les zones en attente de reconversion. Les stockages de terre végétale. On parlait tout à l'heure de zéro sol nu. Pour moi, c'est une évidence, et quand on parle au niveau agricole, c'est aussi une évidence. On laisse pas un sol nu aujourd'hui, mais on s'aperçoit encore trop souvent que sur nos chantiers urbains, on laisse des zones, on va dire, libres à toutes les pollutions, entre guillemets, d'adventices non désirés. Bon, après, je vous laisse imaginer la difficulté d'éliminer ces plantes-là quand vous arrivez avec des substrats et des terres végétales sur vos chantiers qui vont être infestés d'un certain nombre d'adventices non désirés. Voilà, donc l'intérêt, c'est effectivement de limiter les pollutions d'adventices, d'éviter l'érosion. On maintient des sols ouverts, on capte aussi un certain nombre d'unités d'azote qu'on va pouvoir restituer au sol. Ça, c'est aussi le rôle des légumineuses notamment. Ça, c'est un exemple de choses qu'on arrive à travailler dans la recherche. Alors, je cache certainement quelque chose. Ouais, non, bon. Ah non, ça se passe là-haut. Pour le coup, voilà un exemple flagrant de ce que fait la recherche en une quinzaine d'années. Par exemple, là, vous avez l'exemple typique. Je prends l'exemple d'une fétuque élevée, par exemple, puisque c'est une espèce qu'il faut que vous reteniez, qui est hyper intéressante dans ce qu'on parle aujourd'hui. Il y a une quinzaine d'années, une fétuque élevée gazon, c'était ça. C'est une graine sur une plateforme d'essai d'une vieille variété. Bon, en 15 ans, on a quand même pas mal travaillé sur de la densité, sur de la finesse. Mais tout ça, ça va avoir un intérêt pour vous. C'est vraiment d'aller optimiser les entretiens, de les limiter, bien entendu. Moins on va utiliser de tonte, d'entretien, moins on générera de carbone, c'est hyper important. Et c'est là où on va avoir, c'est ce que Anna disait tout à l'heure, un rôle aussi important dans la partie couverture de sol. Quand on parle de couvre-sol, c'est un élément de couvre-sol. Les graminées à gazon, les légumineuses gazonnantes sont des éléments importants de couvre-sol. Je cite un petit exemple justement pour vraiment vous mettre en exergue la recherche, ce que ça donne. Vous avez un outil aujourd'hui que vous aurez à votre disposition qui s'appelle le choix du gazon, qui permet de noter en toute transparence et
tous les semenciers sur des critères très particuliers. J'en ai pris un en exemple, c'est celui de l'installation, la rapidité d'installation. L'intérêt pour un usager, une collectivité, c'est que plus un couvre-sol va s'installer vite, moins on aura de pollution sur le sol. C'est un des premiers intérêts. Mais là, vous voyez par exemple une variété inscrite comme nuance en fétuque élevé en 2015, qui est notée sur 9, 7,42 en installation, et une dizaine d'années plus tard, une nouvelle variété inscrite notée 8,2. Mais ça, c'est un exemple flagrant de comment on a fait évoluer cette recherche et de ce que ça traduit en termes de données. Voilà, donc ça, je parlais effectivement verdissement plus vite. On maîtrise aussi mieux cette installation et cette jauge entre le couvre-sol de la strate la plus basse, dont font partie les gazons et graminées et légumineuses, et après des autres strates basses, et puis de ce qu'il va y avoir au-dessus. Si on dit ça, à un moment donné, on parlait de zone contrainte tout à l'heure, moi je vois assez souvent aujourd'hui en zone urbaine, il faut quand même qu'on se le dise, même si c'est aussi une évidence, mais on a un certain nombre de zones contraintes, on n'est pas dans une forêt, on n'est pas dans un milieu naturel, donc il faut bien le prendre en compte. Je recite quelques exemples que vous avez tous en tête, mais la gestion des eaux pluviales, effectivement, c'est hyper important. On a un rôle aujourd'hui à jouer par rapport à ça. Les zones désimperméabilisées, comme les cours d'école en l'occurrence, les friches industrielles, les cimetières, les zones périurbaines, voilà, tout ça, il faut bien qu'on soit conscient qu'on parle vraiment de zones contraintes, de zones sur lesquelles on n'est pas sur un milieu avec un développement normal de micro-organismes ou d'un certain nombre d'éléments du sol, donc il faut le prendre en compte, complètement. On est dans la reconquête, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en préambule, l'idée c'est vraiment d'installer des choses dans les zones urbaines, c'est pas forcément de dupliquer ce qui se fait à 100% dans des zones naturelles, mais c'est d'essayer de s'y rapprocher au maximum et d'essayer de reconquérir un certain nombre d'espaces minéralisés. Alors, bon, j'échappe pas à la règle et on s'est pas concerté, mais c'est un peu le fil conducteur quand même de la journée. Pour nous aussi, même si on est semencier, le sol, il est primordial. C'est l'élément déterminant qui va faire qu'on va réussir ou qu'on va plutôt aller à l'échec d'un certain nombre de chantiers. Donc, pour moi, ce qui va être aussi très important, ce que je vois encore assez peu, c'est de définir correctement dans vos cahiers des charges ce que vous attendez en termes de terre végétale ou de substrat dans vos chantiers. Pour moi, c'est primordial. On peut pas. Une terre végétale, c'est très vaste en termes de réglementation. On peut avoir de tout. Du très mauvais, du très bon. Ce qu'on voit aussi très souvent, c'est qu'on a des substrats extrêmement argileux, très tassants, qui vont, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ne plus permettre cette aération du sol et à un moment donné, l'asphyxie de celui-ci. Bon, ce qui est valable pour un arbre, un arbuste, est valable encore plus pour les strates basses comme les gazons, puisque l'enracinement, il se fait sur 10 cm. Si vous avez les 10 premiers centimètres qui sont complètement tassés avec une croûte de battance comme ça en surface, je peux vous garantir qu'on réussit pas grand-chose. Donc ça, c'est hyper important. La vie microbienne, bien entendu, la nutrition du sol en fait partie. La capacité d'échange cationique doit être à son optimum, on va dire. Et la rétention en eau et en air, bien entendu, sont des facteurs, on va dire, qui doivent orienter vos choix dans la détermination de votre cahier des charges quand vous orientez vos projets. Voilà, tout simplement. Après, une chose aussi importante, alors je le dis, c'est pareil, j'aime bien répéter des évidences, vous m'en excuserez encore une fois, mais je vois encore trop souvent des projets réalisés sur lesquels on nous dit mais oui, mais je comprends pas, la prairie fleurie n'a pas fonctionné. Ça... Alors il faut se poser les questions, quel est le besoin à l'origine? C'est peut-être pas que la prairie fleurie n'a pas fonctionné, c'est peut-être que l'usage que vous en faites aujourd'hui n'est pas l'usage qui avait été pris en compte à l'origine du projet. Si on veut piétiner une zone, si on veut s'en servir de zone, on va dire d'appartenance, d'utilisation sur des aires de jeu, on ne mettra pas de prairie fleurie. À l'inverse, si on n'a pas vocation à piétiner ces zones-là, on aura moins besoin d'engazonner, clairement. Mais tout ça, c'est lié à une réflexion et surtout des questions qu'il faut se poser à l'origine des projets, c'est qu'est-ce que je veux faire de la zone que je vais réaménager? C'est hyper important pour éviter des mauvaises surprises à la fin et de se dire que le projet sera mené jusqu'au bout. Donc quelques exemples, on va dire, de type de projet, mais si on veut encourager
la biodiversité, eh bien on va avoir une strate basse gazonnante qui va vraiment faire office de couvre-sol, mais on va y intégrer une majorité d'autres vivaces, fleurs ou de diversité, puisqu'à un moment donné on va être pas forcément dans le piétinement et on va rechercher peu d'entretien. Voilà. Après, par contre, on va avoir des aménagements, on va dire, j'appelle pour tous, on va dire, c'est-à-dire avec un accès, un piétinement. À ce moment-là, attention à pas mettre des espèces vivaces qui vont craindre ce piétinement. Attention à limiter l'accès aux fleurs qui, elles, vont pas s'épanouir ou qui vont pas réussir. Ça va être, on va dire, des échecs, ça va être mal ressenti au final par le client. Et puis à l'extrême, il y a les terrains sportifs. Voilà, terrains sportifs, c'est pas du tout les mêmes gestions, c'est encore différent. On va avoir vraiment un entretien un peu plus soutenu. Mais je parle aussi de terrains sportifs puisque on arrive aujourd'hui à se servir de l'expertise et de la technicité qu'on peut avoir en terrain de sport pour pouvoir la dupliquer dans certaines zones contraintes urbaines. Parce que c'est pas si différent que ça. Globalement, on va avoir des zones sur lesquelles on n'a pas de substrat. On va avoir une très grosse contrainte, soit chaleur, soit de piétinement, soit de pollution. Et à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Et c'est là où j'en viendrai après à ce qui va être important. Ça va être plutôt la partie entretien. Mais ça, c'est hyper important. Bien sûr, on généralise la pratique de gestion différenciée. Ça, pour moi, c'est primordial. Voilà, on fait pas du tout gazon ou du tout fleur ou du tout sauvage. Pour moi, c'est un ensemble de choses. Il n'y a pas une solution. Il y en a plein. Les fleurs, les légumineuses, les graminées, tous ces strates basses, on va dire, sont toutes complémentaires. Elles ne s'opposent pas, elles sont complémentaires. Il faut juste le réfléchir vraiment en amont. Maintenant, c'est ce que je disais. Là, je prends en exemple, on va dire, un chantier que vous avez peut-être vu, que vous avez peut-être suivi, qui se situe avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, sur lesquels l'enjeu était quand même assez particulier, avoir une couverture végétale installée avec un objectif d'accès au public, de piétinement et une durée dans le temps. Voilà. C'est là aussi il faut que vous reteniez que c'est que dans la recherche, vous avez un critère qui est noté, que vous avez en visibilité sur le choix du gazon. Vous pouvez les vérifier, c'est une notion très importante, c'est la pérennité. Un gazon, c'est pas, on sème pour 1 an ou 2 ans. Nous, notre objectif en tant que semencier, c'est d'arriver à produire pour le long terme. En moyenne, une pérennité sur une fétuque élevée ou un régras de dernière génération va être plus près des 10 ans globalement. Ce qui ne veut pas dire qu'au bout de 10 ans, on va renouveler tout, mais qu'on va avoir une durée de vie qui va être assez longue. Voilà. Ça, c'est hyper important de le retenir aussi. Donc, si je veux parler vraiment de la gestion de long terme, ça va être pour nous, ce qui est primordial, c'est l'entretien. Bien sûr, prévoir des espèces adaptées, faciles à entretenir. Je le dis même 2 fois tellement c'est important. Mettre en place des espèces adaptées, facilitant l'entretien, c'est hyper important vraiment d'avoir cette réflexion en amont. Et là, nous, semenciers, on est là pour vous aider à avoir cette réflexion. Au niveau des bureaux d'études, c'est en amont qu'on échange ensemble pour dire est-ce que cette solution est adaptée, cette solution est moins adaptée. On entend beaucoup parler aujourd'hui d'espèces tropicales, par exemple, c'est à la mode. Bon, dans tropical, il y a tropical. Il faut beaucoup d'eau, beaucoup de soleil. Bon, même si certaines régions en France en profitent beaucoup, on n'est pas au Gabon, on n'est pas dans les dom-toms français. Donc attention, il faut être vigilant. Et là, pour le coup, nous, semenciers, on a ces retours d'expertise de vous dire attention, là, dans certains dossiers, faites plutôt ci, faites plutôt ça. On a un rôle de conseil aussi important pour éviter ces déconvenus. Voilà. Et donc ça, ce qui est très important, mettre les moyens humains en adéquation avec ce qu'on veut faire derrière. Renaturer les zones, c'est principalement l'entretien sur le long terme. Intégrer systématiquement dans vos projets une enveloppe d'entretien. Pour moi, c'est primordial. Okay. Voilà, les dépenses d'entretien sont toujours vertueuses. Moi, je peux pas vous dire mettez le meilleur gazon du monde ou mettez la meilleure couvert du monde et l'entretien c'est bon, vous êtes tranquille, vous en avez plus à faire. C'est faux. Alors on va se dire la vérité entre nous, on est sérieux et puis on a nos responsabilités à prendre. Bah, moi, la première de ces responsabilités, c'est de vous dire que il y a un minimum d'entretien à avoir sur ces gestions de surface.
Voilà, garder les sols ouverts. On en a parlé tout à l'heure. Alors ça peut être le travail du sol, mais pour moi, la première des choses, c'est d'arriver déjà à avoir un substrat qui est bien adapté à ce qu'on veut faire, avec aussi un développement de micro-organismes qui lui va permettre naturellement d'ouvrir ce sol. On parlait de céramique poreuse tout à l'heure. Je crois que c'est Frédéric qui le citait. C'est des choses qu'on cite très fréquemment dans les installations de gazon, puisque elles permettent justement d'ouvrir le sol, de garder de l'air, de garder de l'eau, un bon niveau de capacité d'échange cationique qui vont vraiment avoir ce rôle-là. Quelques exemples d'outils qu'on peut vous apporter aujourd'hui au sein de l'Union française de semenciers, c'est un peu par là que je vais terminer, notamment des protocoles d'installation, d'entretien, qui mettent en exergue pas seulement la semence, mais aussi le sol, la nutrition, la biostimulation, la mycorhize, enfin, on parle pas mal de choses. Le petit guide du tapis blanc que vous arriverez à retrouver aussi, qui vous permet d'aller cibler un certain nombre d'éléments sur quel type de gazon je peux mettre à tel endroit, d'avoir quelques éléments, des critères de choix. Ce sont des outils que vous pouvez trouver. Ce fameux choix du gazon dont je parlais tout à l'heure, c'est un outil pour nous très important et qui vous permet d'aller sélectionner un certain nombre de variétés par rapport à leur notation. Si votre critère principal c'est, on va dire, la résistance au piétinement, vous retrouverez les meilleures variétés résistantes au piétinement de notre groupe, mais de tous nos concurrents. C'est ce qui va être important pour avoir beaucoup de transparence là-dessus. Voilà, des critères de choix aussi, ça c'est pareil, c'est des choses qui vous permettront d'aller cibler par rapport aux zones que vous installez, zones contraintes, zones sportives, zones avec un faible entretien, un entretien un peu plus soutenu. C'est des outils qui vont vous aider. Et ce fameux livre blanc des bienfaits du gazon, dont vous aurez les liens pour pouvoir le télécharger, et vous avez quelques exemplaires en format papier qui sont là. Pour conclure, moi je vous dirais là-dessus, il faut être dans l'échange. On est là aussi, nous, pour échanger avec vous, échanger sur vos projets, recueillir vos besoins et vous aider à dire oui, là on pourra faire, on aura des solutions. Non, là il vaudra mieux utiliser d'autres choses. Et il faut qu'on travaille ensemble, c'est hyper important. Pour moi, il n'y a pas une solution. Voilà, c'est pas la nôtre non plus, on n'est pas les meilleurs. Il y a plein de solutions. Il faut savoir lesquelles on va adapter à vos besoins. Voilà, quelques idées de liens qu'on va vous mettre à disposition, sur lesquels vous retrouverez les outils d'aide à la décision qu'on produit au niveau de l'interprofession et l'Union française des semenciers. Merci à vous tous et toutes pour votre écoute. Merci Marc pour cette intervention au pas de course.